Quel est le véritable coût de la cupidité? Pas le genre de cupidité qui s'annonce bruyamment, celle que l'on peut voir venir de loin, la variété voyante et évidente que la plupart des gens reconnaissent et contre laquelle ils se gardent. Je parle de la variété silencieuse, la cupidité qui vit à l'intérieur de quelqu'un pendant des années, peut-être des décennies, invisible derrière un sourire et une vie partagée et 20 ans de matins ordinaires. Le genre qui sommeille, patient, attendant le bon moment pour révéler ce dont une personne est réellement faite. Parce que voici quelque chose en quoi j'en suis venue à croire après avoir entendu des histoires comme celle que je suis sur le point de vous raconter. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Il supprime la pression quotidienne de la vie ordinaire qui maintient certaines impulsions sous contrôle. Et dans l'absence soudaine de cette pression, on voit, parfois pour la première fois, exactement avec qui on a vécu tout ce temps. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Sarah et Marc. 20 ans de mariage, une vie partagée construite à partir de rien en Californie, à travers des années difficiles et des années maigres, et l'accumulation lente et patiente de quelque chose qui ressemblait, de l'extérieur et de l'intérieur, à un vrai partenariat. Et puis, un billet de loterie. Et puis, la révélation d'un caractère que Sarah n'avait jamais pleinement vu, livré de la manière la plus froide qui soit. Et puis la justice. Celle qui n'arrive pas lentement ou de façon ambiguë, mais qui arrive complète et absolue et devant tout un tribunal, maniée par un juge qui avait, de la vie générale, suffisamment vu. Mais nous devons commencer par le début. Nous devons commencer par Sarah. Sarah avait rencontré Mark dans la mi-vingtaine, quand tous deux occupaient des postes d'entrée de gamme dans la région de Sacramento, et partageaient l'anxiété financière particulière des jeunes gens qui construisent quelque chose à partir de rien et ne sont pas tout à fait sûrs que ça tiendra. Elle était comptable pour une petite entreprise de construction. Il était dans la vente. Il n'était pas riche. Il n'était même pas à l'aise, pas au début, pas pendant longtemps. Ce qu'ils étaient, ou ce qu'elle croyait qu'ils étaient, s'étaient engagés l'un envers l'autre et envers le projet de construire une vie ensemble à travers tout ce qu'il faudrait. Elle était le genre de partenaire que les gens décrivent, quand ils la décrivent, avec le même groupe de mots. Stable, fiable. Celle qui maintenait les choses ensemble quand elles étaient difficiles. Quand Marc perdit son premier emploi dans la vente lors de leur 3e année de mariage, c'est Sarah qui couvrit les factures sans se plaindre pendant qu'il trouvait ses marques. Quand sa mère tomba malade et nécessita des soins prolongés, c'est Sarah qui géra la logistique, qui conduisit sur des heures, qui coordonna les rendez-vous et les remboursements d'assurance et les conversations avec les médecins, et fit tout cela tout en maintenant son propre travail. Quand il y avait des décisions à prendre, elle les prenait en partenariat. Quand il y avait des problèmes à résoudre, elle les résolvait à ses côtés. Elle n'était pas une personne passive. Elle était une partenaire active, contributrice et pleinement présente dans un mariage qu'elle croyait mutuel. Marc était charmant. C'est important à comprendre à son sujet, parce que le charme d'un certain type est sa propre forme de dissimulation. Il était de bonne compagnie. Il était drôle de la façon facile et plaisante à la foule, qui rend quelqu'un populaire aux fêtes et apprécié au travail. Il avait une qualité de paraître enthousiaste à propos des gens autour de lui, qui faisait que ces gens se sentaient, en sa présence, appréciés et vus. Sarah l'avait aimé pour cela. Elle avait aimé la version de lui à laquelle elle avait accès, la personne chaleureuse, drôle, apparemment généreuse, qui se montrait pour les parties visibles de leur vie commune. Ce à quoi elle n'avait pas accès, et ce qu'elle ne comprendrait pleinement qu'après le billet de loterie, c'était ce qui existait sous cette chaleur, le calcul privé. Le ressentiment persistant et de faible intensité qui s'était apparemment accumulé chez Marc pendant des années, un sentiment qu'il n'obtenait pas ce qu'il méritait, que sa vie n'avait pas correspondu à ses attentes, que la vie ordinaire et convenable qu'il avait construite avec Sarah était d'une certaine façon une contrainte plutôt qu'une réussite. Il n'avait jamais dit aucune de ces choses à voix haute,
pas à Sarah, peut-être pas à quiconque. Mais c'était là. Cela s'annoncerait, finalement, à la manière des choses cachées, soudainement et complètement, et avec une clarté qui faisait du recul une histoire entièrement différente de celle qu'elle croyait vivre. Ils étaient dans la mi-quarantaine quand cette histoire commence vraiment. Les enfants, s'ils en avaient eu, auraient été grands. La maison en banlieue de Sacramento était remboursée à plus de la moitié. Le compte d'épargne était modeste, mais présent. Selon les normes de ce avec quoi ils avaient commencé, ils s'en étaient bien sortis. Pas spectaculairement, mais genuinement, solidement bien. 20 ans de 2 personnes travaillant dans la même direction. Marc acheta le billet de loterie un mardi de mars. Il l'acheta dans une station-service, de la façon dont les gens achètent des billets de loterie. Sans aucune attente particulière, pas dans le cadre d'une stratégie, juste sur l'impulsion désinvolte qui envoie des millions de personnes ordinaires vers les comptoirs des épiceries chaque semaine avec 1 euro et une brève et inoffensive fantaisie. Il le gratta dans sa voiture sur le parking. Et les numéros correspondaient. 3 millions de dollars. Asseyez-vous avec ce chiffre un moment. Pas de façon abstraite, pas comme une statistique, mais dans le contexte spécifique de ce que cela signifiait pour un homme dans la mi-quarantaine qui avait passé 2 décennies dans une vie qu'il avait apparemment fini par vivre comme une déception. 3 millions de dollars, c'est la liberté, dans ce sens américain particulier du mot. C'est la fin du réveil et du trajet et de l'évaluation de performance. La fin de chaque obligation ordinaire qui structure une vie et parfois, selon qui vous êtes, donne le sentiment de l'étouffer. 3 millions de dollars arrivant soudainement et complètement sans avertissement, c'est une ligne avant-après dans la vie d'une personne. Marc ne dit rien à Sarah. Laissez cela s'installer un moment. Sa femme de 20 ans. La femme qui avait couvert les factures quand il avait perdu son emploi, qui avait géré les soins médicaux de sa mère, qui avait été, par tous les comptes disponibles, une partenaire genuinement engagée. Il gratta ce billet, comprit ce qu'il regardait, et son premier instinct, sa réponse immédiate, non médiée, avant toute réflexion, ne fut pas de l'appeler. Ce fut de réfléchir à la façon de le lui cacher. Il agit rapidement. Dans les 48 heures suivant la découverte du gain, il avait ouvert une boîte postale à son nom dans un établissement de l'autre côté de la ville, pas un quartier que l'un ou l'autre d'eux fréquentait. Il avait ouvert un nouveau compte bancaire dans un établissement financier que lui et Sarah n'avaient jamais utilisé. Il avait contacté la commission de loterie de Californie et organisé le versement des gains sur ce nouveau compte, toute correspondance étant dirigée vers la nouvelle boîte postale. Il était méthodique. Quoi que vous vouliez dire d'autre de Marc, et il n'y a pas grand-chose de charitable à dire, il n'était pas négligent dans l'exécution. Il avait tout bien réfléchi. Il avait identifié les points où le plan pourrait échouer et les avait traités. La boîte postale signifiait que rien n'arriverait à la maison. Le nouveau compte bancaire signifiait qu'il n'y aurait rien à voir sur aucun relevé auquel Sarah avait accès. La commission de loterie avait des instructions claires. L'argent, aux apparences visibles, n'existait pas. Puis, il rentra à la maison. Il fit un sac. Et il s'assit face à Sarah et lui dit qu'il ne l'aimait plus et qu'il voulait divorcer. Avez-vous jamais essayé d'imaginer ce que c'est que de recevoir cette phrase d'une personne avec laquelle vous êtes marié depuis 20 ans? Pas la version dramatique, pas celle qui vient après une période de tension visible et de problèmes reconnus et de la reconnaissance mutuelle que quelque chose s'est brisé. L'autre version. Celle où rien ne semblait aller mal, où le matin précédent était un matin ordinaire, où il n'y avait pas de dispute déclenchante ou de distance reconnue ou d'avertissement d'aucune sorte. Et puis, quelqu'un qui a partagé votre vie pendant 2 décennies s'assoit en face de vous et dit ces mots sur le ton plat et décisif de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Sarah était dévastée. Ce n'est pas un mot suffisant pour ce qu'elle a vécu dans les jours et les semaines qui ont suivi, mais c'est celui qui est disponible. Elle ne comprenait pas. Elle a passé en revue les mois précédents, les années précédentes, cherchant ce qu'elle avait manqué.
ce qu'elle n'avait pas réussi à voir, ce qui avait été faux qu'elle n'avait pas reconnu comme faux. Elle a parlé à des amis qui étaient aussi perplexes qu'elle. Elle a parlé à une thérapeute qui l'a aidée à comprendre que l'absence d'une raison explicable n'était pas la preuve qu'elle avait échoué. Mais cette compréhension vivait dans sa tête plutôt que dans sa poitrine, où la confusion et le chagrin s'étaient installés et ne montraient aucun signe immédiat de partir. La procédure de divorce était amère, de la façon particulière dont les procédures deviennent amères quand l'une des parties est froide et détachée, et l'autre est encore au milieu de quelque chose qui semble, de l'intérieur, incompréhensible. L'avocat de Mark était efficace et brusque. Mark lui-même était, selon le témoignage de Sarah et de personnes qui ont observé la procédure, entièrement insensible à la réalité émotionnelle de ce qui se passait. Pas hostile exactement, mais absent d'une façon qui était sa propre forme de cruauté. Il voulait dissoudre le mariage rapidement et proprement. Il coopérait sur les déclarations financières, divulguant les actifs qu'il et Sarah détenaient conjointement avec une apparente exhaustivité. Il ne divulgua rien des gains de loterie, parce que pour autant que le concernaient ces documents, les gains de loterie n'existaient pas. La Commission de loterie de Californie fit une erreur. C'était le genre d'erreur que font les grandes institutions à l'occasion, et presque jamais avec des conséquences significatives. Une erreur de saisie de données, un chiffre transposé dans l'adresse, une lettre qui était censée aller dans une boîte postale de l'autre côté de la ville et fut plutôt acheminée vers une maison dans la banlieue de Sacramento. Cela se produisit 3 semaines après que Mark eut déménagé. L'enveloppe arriva un mercredi après-midi. Elle était adressée à Mark, ce qui n'était pas inhabituel. Beaucoup de son courrier arrivait encore à la maison pendant la période de transition. Sarah, qui gérait la correspondance du foyer dans le processus de démêler une vie partagée, l'ouvrit sans attention particulière, de la façon dont on ouvre le courrier qui est fonctionnellement le vôtre à traiter, même s'il porte un autre nom. C'était un document de la Commission de loterie de Californie. C'était un formulaire fiscal. Il détaillait un versement de 3 millions de dollars effectué en mars. Sarah le lut une fois. Elle le posa sur la table de cuisine. Elle le reprit et le relut. Les dates étaient là, le montant était là. Le calendrier était précis et sans équivoque. Le billet avait été gagné, le versement avait été demandé, et les arrangements avaient été pris pendant les jours immédiatement avant que Mark rentre à la maison, fasse un sac et lui dise qu'il ne l'aimait plus. Elle ne l'avait pas quitté parce que le mariage était devenu terne et qu'il avait finalement trouvé le courage d'y mettre fin. Il n'avait pas regardé leur vie commune et fait une évaluation triste mais genuinement honnête que quelque chose était irrémédiablement brisé. Il avait gagné 3 millions de dollars et décidé qu'elle n'était plus nécessaire, et il avait exécuté sa sortie avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui y avait pensé plus longtemps que les 48 heures dont il avait disposé pour se préparer. Elle s'assit à la table de cuisine pendant longtemps. Puis, elle appela son avocat en droit de la famille. L'avocate s'appelait Patricia Chen. Elle pratiquait le droit de la famille en Californie depuis plus de 2 décennies, ce qui signifie qu'elle avait entendu beaucoup de choses et avait développé, au fil de ces années, une certaine équanimité professionnelle face au comportement humain à son plus intéressé. Elle écouta Sarah décrire ce que contenait la lettre. Elle posa plusieurs questions précises. Elle demanda à Sarah d'apporter la lettre à son bureau le lendemain matin et de ne pas en discuter le contenu avec qui que ce soit dans l'intervalle. Quand Sarah arriva le lendemain matin et posa la lettre sur le bureau de Patricia Chen, l'avocate la lut attentivement. Puis, elle la posa avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui identifie, en temps réel, exactement ce qu'il regarde. Ce que Mark avait fait n'était pas simplement égoïste ou éthiquement indéfendable. C'était, dans le sens légal précis du terme, une fraude. Les gains de loterie acquis pendant un mariage sont, en vertu de la loi sur la propriété communautaire de Californie, des actifs matrimoniaux. Ils appartiennent également aux 2 époux, peu importe dont le nom figure sur le billet, peu importe qu'elle maintenait le grattage, peu importe toute conviction privée sur qui méritait quoi.
La loi ne se soucie pas des sentiments de Mark à propos de son mariage, ou de son sentiment qu'il en avait fait le tour, ou de sa croyance qu'il avait mérité quelque chose que Sarah n'avait pas. La loi s'intéresse à ce qui est propriété matrimoniale, et 3 millions de dollars gagnés pendant un mariage de 20 ans sont, sans ambiguïté ou exception, propriété matrimoniale. Mark avait sciemment dissimulé des actifs matrimoniaux dans le cadre d'une procédure de divorce. Il avait ouvert un compte secret. Il avait redirigé la correspondance pour éviter la découverte. Il avait déposé des déclarations financières qui omettaient l'actif le plus significatif de l'estate matrimoniale. Chacune de ces actions était documentable, et chacune d'elles constituait une fraude délibérée et préméditée envers le tribunal. Patricia Chen déposa une demande d'urgence dans les 48 heures. L'audience fut programmée dans les 2 semaines, ce qui, en termes de tribunal familial, est l'équivalent légal de l'immédiat. L'avocat de Mark, informé du fondement de la demande d'urgence, demanda une conférence urgente avec son client. La conférence, selon les informations qui parvinrent au bureau de Patricia Chen par des canaux que les avocats ont et utilisent, ne se déroula pas bien pour Mark. Son avocat aurait utilisé le mot « catastrophique », qui n'est pas un mot que les avocats emploient à la légère. Mark arriva au tribunal avec la pâleur particulière d'un homme qui a compris, dans les jours depuis que la lettre était arrivée à la mauvaise adresse, que le plan qu'il avait exécuté avec une telle efficacité soigneuse s'est désintégré à un point qu'il n'avait pas anticipé. Il avait pensé à la boîte postale et au nouveau compte bancaire et à la correspondance redirigée. Il n'avait pas pensé aux erreurs de saisie de données. Il n'avait pas construit son plan pour tenir compte de la possibilité qu'une grande institution d'État se trompe dans la saisie d'une adresse et envoie un document fiscal au mauvais endroit. Il avait planifié pour tout ce qu'il pouvait contrôler, et ce qu'il avait défait était la seule chose qu'il ne pouvait pas. Le tribunal n'était pas vide. Ces choses ne le sont jamais, entièrement. Il y a toujours d'autres avocats présents, d'autres parties attendant leurs propres affaires, des greffiers et du personnel judiciaire et les diverses présences administratives qui peuplent un tribunal en activité. Il y avait suffisamment de personnes dans la salle pour constituer un public, ce qui importe à cette histoire, parce que ce que Mark vécut ce jour-là, il le vécut publiquement, en présence de témoins, dans une salle où il n'existait aucune version du résultat qui restait privée. Le juge avait lu la demande et les documents justificatifs avant que l'audience ne commence. Cela était apparent dès les premiers moments de la procédure, avant que quiconque ait dit quoi que ce soit de substantiel, à la qualité de l'attention que le juge portait à Mark quand il entra dans la salle. Les juges qui ont présidé le tribunal de la famille pendant toute durée significative ont vu beaucoup de comportements humains. Ils ne sont pas, en règle générale, facilement choqués. L'expression particulière sur le visage de ce juge, telle que décrite par plusieurs personnes présentes, n'était pas le choc. C'était quelque chose qui ressemblait davantage au dégoût las et concentré de quelqu'un qui a vu cette catégorie générale de comportements avant et n'en est pas devenu plus tolérant par l'exposition répétée. La procédure ne fut pas longue. La documentation était complète. Le calendrier était documenté. La boîte postale, établie 2 jours après que le billet fut gratté. Le nouveau compte bancaire, établi la même semaine. Les dossiers de la commission de loterie, qui montraient la demande de versement et la redirection de correspondance. La déclaration financière que Mark avait déposée, qui ne contenait aucune référence à aucun d'entre eux. Patricia Chen présenta chaque élément avec la précision efficace et non précipitée de quelqu'un qui sait que l'affaire est déjà gagnée et construit simplement le dossier correctement. L'avocat de Mark argumenta ce qui pouvait être argumenté, ce qui n'était pas grand-chose. Il suggéra que Mark avait l'intention de divulguer les actifs à un stade ultérieur de la procédure. Il suggéra que le calendrier, bien qu'admettant des apparences problématiques, n'établissait pas nécessairement une dissimulation délibérée. Le juge écouta ces arguments avec la qualité particulière d'attention
qui indique qu'une conclusion a déjà été atteinte et ce qui suit est procédural. Quand le juge prit la parole, le tribunal était silencieux. La loi californienne, expliqua le juge, accorde au tribunal un pouvoir discrétionnaire significatif dans les cas de dissimulation délibérée d'actifs lors d'une procédure de divorce. La loi existe parce que l'intégrité du processus de déclaration est fondamentale. Sans la confiance que les deux parties présentent honnêtement leur réalité financière, l'ensemble du système de distribution équitable s'effondre. Les sanctions disponibles pour le tribunal dans les cas de fraude envers le tribunal ne sont pas simplement correctives. Elles sont punitives. Elles sont conçues pour faire plus que simplement restaurer ce qui a été dissimulé. Elles sont conçues pour envoyer un message sur ce que ce tribunal tolérera et ne tolérera pas. Le juge accorda à Sarah 100% des gains de loterie de 3 millions de dollars. Pas la moitié. 100%. Chaque dollar que Mark avait gagné, qu'il avait redirigé et dissimulé, et pour lequel il avait construit une infrastructure pour protéger de la femme qu'il avait épousée, fut accordé dans son intégralité à cette femme. Imaginez la qualité particulière de ce silence dans le tribunal. Mark à sa table, à côté de son avocat, qui avait cessé de prendre des notes. Le chiffre étant énoncé à voix haute, 3 millions de dollars, et sa direction étant énoncée avec une égale clarté, à Sarah, la totalité, en tant que sanction pour la fraude délibérée et préméditée qui avait été perpétrée envers le tribunal et envers une épouse de 20 ans, Sarah a décrit le moment en des termes que je trouve, de tout ce qu'elle a dit sur cette expérience, les plus honnêtes et les plus humains. Elle dit qu'elle ne s'est pas sentie triomphante. Pas dans le moment immédiat. Pas de la façon que vous pourriez attendre de quelqu'un à qui on vient de remettre 3 millions de dollars par un juge dans un tribunal. Ce qu'elle a ressenti, dit-elle, était quelque chose de plus silencieux et de plus compliqué que le triomphe. Elle a ressenti le soulagement spécifique de la confirmation. Le soulagement de voir la chose qu'elle savait vraie, reconnue par un système ayant l'autorité de la reconnaître. Elle avait su ce que Mark avait fait. Elle avait vécu avec cette connaissance pendant des semaines, dans la cuisine de la maison qu'ils avaient partagée. Et le savoir sans la reconnaissance avait été son propre type de poids. Quand le juge prononça les mots et le marteau tomba, ce poids se leva. Ce qui le remplaça n'était pas le triomphe, c'était la clarté. Mark sortit de ce tribunal avec le mariage dissous, les gains de loterie perdus, les frais judiciaires de la procédure ajoutés à un compte maintenant vide, et la connaissance que tout le monde dans cette salle, et, par les divers canaux par lesquels ces histoires voyagent, un grand nombre de personnes au-delà de cette salle, savaient exactement ce qu'il avait fait, et avec quelle complétude cela avait échoué. Il avait calculé avec précision. Il avait planifié soigneusement. Il avait identifié les risques et les avait traités, et déplacé l'argent et redirigé le courrier, et déposé les papiers, et fait le sac, et dit à la femme qui avait couvert ses factures et géré les soins médicaux de sa mère, et avait été pendant 20 ans une partenaire genuinement engagée, qui ne l'aimait plus. Il avait tout fait correctement. Et une erreur de saisie de données dans un bureau de loterie d'État avait tout défait. Parce que la seule variable qu'il n'avait pas planifiée était la possibilité que l'univers, ou l'employé particulier de la commission de loterie qui s'était trompé dans la saisie d'une adresse un mercredi après-midi, faisait attention. Il y a quelque chose que je veux dire sur Sarah avant de terminer. L'argent comptait. Je ne vais pas prétendre que non, parce que la sécurité financière, après la fin d'un mariage de 20 ans, compte énormément. Et la différence entre sortir de ce tribunal avec rien et en sortir avec 3 millions de dollars est une différence qui façonne le reste d'une vie de façon réelle et concrète. L'argent comptait. Mais je ne pense pas que l'argent soit le point de cette histoire. Le point de cette histoire est la lettre sur la table de cuisine. Le moment où Sarah lut les dates et comprit la séquence des événements et eut, pour la première fois depuis que Mark avait fait son sac, une image complète et exacte de ce qui lui était réellement arrivé. Le chagrin qu'elle portait,
la confusion, l'auto-examen, les mois passés à essayer de comprendre ce qu'elle avait manqué et comment elle n'avait pas réussi à voir ce qui n'allait pas. Ce chagrin était basé sur une histoire qui n'était pas vraie. La vraie histoire était plus simple et plus brutale, et à sa façon terrible, plus gérable. Il était parti parce qu'il avait gagné de l'argent et ne voulait pas le partager. Il n'y avait rien qu'elle n'avait pas réussi à comprendre. Il n'y avait rien de cassé en elle qu'elle n'avait pas vu. Il avait simplement fait une chose qui révélait, avec une finalité complète, exactement qui il était. Et elle avait été mariée, il s'avère, non pas à l'homme qu'elle croyait connaître, mais à quelqu'un qui avait attendu, pendant 20 ans, une raison de partir qui soit suffisamment grande pour que le départ en vaille la peine. 3 millions de dollars étaient suffisamment grands. Ce qu'il n'avait pas calculé, ce que les gens qui planifient avec cette efficacité froide particulière ne calculent presque jamais, c'est que d'autres personnes font également attention. Que la personne dont vous déplacez les pièces sur le plateau n'est pas une pièce. Que la femme assise à la table de cuisine un mercredi après-midi, en train d'ouvrir le courrier, n'est pas un obstacle dans un plan. Elle est une personne avec une avocate et un tribunal, et 20 ans d'être exactement qui elle disait être. Et elle est, il s'avérera, bien plus que quiconque l'ayant sous-estimée n'avait de raison de s'attendre. La cupidité a un coût. Pas toujours, pas de façon fiable, pas de la façon propre et satisfaisante que des histoires comme celle-ci suggèrent qu'elle a toujours. Mais parfois. Parfois l'enveloppe va à la mauvaise table de cuisine, lit les dates, et tout ce qui avait été soigneusement caché devient complètement visible, et le juge dans le tribunal en a suffisamment vu, et le marteau tombe. Et la personne qui était censée perdre repart avec tout.